Histoire de Chine est un podcast de la Société d'Histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a tout juste 80 ans, le 26 octobre 1945, disparaissait Paul Pelliot, érudit français au destin singulier, dont le nom évoque à lui seul l'aventure, la curiosité et la passion des langues. Au tournant du XXe siècle, la route de la soie fascine les explorateurs et les savants européens. Parmi eux, un jeune homme, à peine trentenaire, s'apprête à marquer durablement l'histoire. Paul Pelliot, linguiste, sinologue et archéologue d'exception. En 1908, sa mission en Asie centrale le conduit jusqu'aux grottes de Mogao, à Dunhuang, dans l'ouest de la Chine, déjà explorées par Orelstein. Là, Pelliot découvre à son tour une incroyable bibliothèque murée, remplie de manuscrits de peinture, témoin unique des siècles d'histoire culturelle et religieuse de la Chine et de la route de la soie. Cette découverte restera l'un des grands moments des explorations du début du XXe siècle. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Maxime Guérin, président du comité Mission Pelliot en France, licencié de l'Université libre de Bruxelles et auditeur libre à l'International Institute for Asian Studies à Leyde. Bonjour Maxime Guérin et bienvenue dans ce podcast. Bonjour et merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, avant de revenir sur l'expédition, pouvez-vous nous parler de la personnalité de Paul Pelliot ? Alors oui, Paul Pelliot, c'est un enfant de la bonne bourgeoisie commerçante parisienne. Son père était dans l'import-export de produits pharmaceutiques, donc il avait déjà un réseau en Asie. Et il est né à Paris, près de l'église Saint-Paul, et il a très vite déménagé à Saint-Mandé, où habitaient ses grands-parents maternels. Voilà, donc ça lui a permis de découvrir beaucoup de sport, parce qu'il était près du bois de Vincennes. Son père était président du club de tir sportif. Il était aussi président du club d'escrime. Donc je dirais que c'est une jeunesse à la fois sportive et érudite, avec sa fréquentation des lycées parisiens. Alors en 1899, il rejoint la mission archéologique d'Indochine, c'est la future école française d'Extrême-Orient, et envoyé à Pékin en 1900, il traverse la révolte des Boxers. Alors, que révèle cette expérience de sa personnalité et de sa façon de travailler ? Parce qu'on verra que Paul Pelliot va quand même s'affirmer pendant la guerre des Boxers. Alors déjà, c'est une chance qu'il y soit, parce qu'il était à Hanoï, et la mission française d'Indochine lui a demandé de faire une mission en Chine. Donc il s'est retrouvé à Pékin au moment de la révolte des Boxers, qui a commencé le 15 juin 1900 et qui a duré à peu près 2 mois. Et donc ça a permis de lui faire connaître à la fois la géopolitique compliquée de la Chine, puisqu'il arrive à une époque de rébellion, de révolte, et ça lui permet aussi de montrer son courage, puisqu'il va participer à la défense du consulat français. Oui, alors plus tard, en 1906, il prend la tête d'une grande mission scientifique en Asie centrale. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte et les objectifs de cette mission à cette époque ? Alors ça, c'est son grand œuvre. C'est grâce à cette mission qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, c'est une mission franco-russe qui est financée à moitié par la France et à moitié par la Russie. C'est une mission sous couvert d'archéologie, mais qui est aussi une mission d'espionnage pour les Russes. C'est pour cela qu'ils vont nommer un personnage qui sera connu plus tard en tant que maréchal de Finlande, le colonel Mannerheim, qui à l'époque était citoyen russe, puisque la Finlande était sous occupation russe. Et donc, ces deux personnalités qui se retrouvent et qui finalement vont avoir un destin exceptionnel l'un et l'autre. Alors, cette mission, elle sert aussi à faire découvrir le grand jeu. Ce qu'on appelle le grand jeu à l'époque, c'est la rivalité entre l'Angleterre et la Russie pour dominer cette partie du monde, c'est-à-dire l'Afghanistan, l'Asie centrale. Et je dirais que Paul Pelliot, c'est celui qui est le plus scientifique dans cette mission.
Lui, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver des manuscrits chinois. Il parle très bien le chinois, il parle très bien le mongol, le tibétain. Donc, il est idéal pour ce genre de mission. Mhm. Alors, en 1908, il atteint Dunhuang, les grottes de Mogao, dans le Gansu, à la suite d'Orelstein, et guidé par le moine Wang Yuanlu, il explore à son tour la fameuse grotte 17, la fameuse bibliothèque murée. Mais finalement, qu'est-ce qui rend cette découverte si unique, puisque Orelstein était déjà parvenu dans cette grotte? Alors, effectivement, Orelstein l'avait précédé, mais Orelstein ne parlait pas le chinois. Donc, il n'a pas pu faire le tri des documents. Alors que Pelliot était parfaitement spécialiste des langues chinoises. Et c'est ce qui lui a permis de savoir rapidement quels étaient les documents importants à sortir de la grotte. Et il a eu d'ailleurs le respect des savants chinois plus tard, dans les années 20 et 30, qui lui ont reconnu cette vision scientifique. Et il a permis d'élargir la sinologie, alors que Stein est considéré par les Chinois comme un pilleur, je dirais. Vous l'avez dit tout à l'heure, Paul Pelliot parlait plusieurs langues. Oui, Incroyable. oui, oui, c'est absolument incroyable. Il parlait le tibétain, le mongol, le turc ouïghour, le japonais, enfin bon, une dizaine de langues. C'est ce qui lui a permis de découvrir des manuscrits qui vont du 6e siècle au 11e siècle et qui peuvent aller d'un traité médical à un traité astrologique, à une vieille carte astronomique. Enfin, c'est vraiment une pléthore de manuscrits, hein. C'est vraiment une vie incroyable. À son retour en France, cette découverte suscite, on le verra, l'enthousiasme, mais aussi la controverse. Alors, d'où venaient ces critiques et comment finalement son travail a-t-il été reconnu? Et les critiques, je dirais, elles sont normales dans ce genre de situation parce que on remet toujours en cause les découvertes comme ça, surtout des découvertes extraordinaires. Il y a un côté Alibaba, on ouvre une grotte et on découvre l'histoire de la Chine. Donc, bon, Alexandra David-Néel, quand elle est rentrée du Tibet, certains ont mis en doute son exploration. Donc, je dirais que c'est une démarche tout à fait humaine. Alors, il y a un épisode fameux qui est Fernand Fargenel, qui était un professeur de chinois et qui avait, pendant l'absence de Paul Pelliot, avait essayé de prendre sa place dans la sinologie française. Donc, quand Paul Pelliot est revenu, des bruits ont couru comme quoi ces découvertes étaient fausses. Et Pelliot a giflé. C'était de plus en plus rare d'ailleurs de gifler un scientifique. Il voulait se battre en duel, mais Fargenel s'est rendu compte qu'il était meilleur que lui à l'escrime. Donc finalement, Donc finalement, il y a eu un procès. Vous voyez, c'est plus long les procès, mais voilà. Pelliot a été condamné à 1 franc de dommages et intérêts. et alors le travail de Paul Pelliot a été reconnu tout de même ensuite par la Oui, par le Collège de savants. France, absolument, par ses maîtres. Je dirais Édouard Chavannes, Sylvain Lévy. Enfin bon, ils lui ont donné un satisfecit unanime du Collège de France. Mhm. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est comment finalement Paul Pelliot a ramené tous ces documents, ces manuscrits de Chine jusqu'en France. Alors, il y a eu deux routes. La première, c'est grâce aux liaisons de son père. Il a ramené pour lui beaucoup de documents, beaucoup de livres. Et il y a eu un deuxième retour, là, qui a été officiel et qui a été payé par l'ambassade de France à Pékin. D'accord. On connaît surtout Paul Pelliot maintenant pour ses découvertes à Dunhuang, mais on oublie souvent son rôle pendant la Première Guerre mondiale. C'est beaucoup moins connu. Comment cet orientaliste s'est-il retrouvé à mener des missions de renseignement en Chine et en Sibérie au service de la France? Alors, il a fait la Première Guerre mondiale en tant qu'officier aux Dardanelles. Et bon, les Dardanelles, c'était le front avec les Anglais. Ça a été d'ailleurs un massacre, si vous regardez le nombre de soldats français tués. Et donc, il a été démobilisé et la chance lui a souri une nouvelle fois parce qu'un de ses vieux amis a été nommé ministre des Affaires étrangères. Il s'appelait Pichon et c'était le gouvernement Clémenceau, le retour de Clémenceau
en tant que président du Conseil en 1918. Et donc de là, ils l'ont envoyé en tant qu'attaché militaire à Pékin. Voilà. Donc d'attaché militaire à Pékin, il a été envoyé en Sibérie, parce qu'on oublie souvent, mais l'Union soviétique n'avait pas été reconnue par la France, puisque nous avions cette vieille tradition pro-russe. Et donc on a soutenu les troupes blanches qui étaient réfugiées en Sibérie. Et Pelliot, en fait, a fait la liaison entre le gouvernement français et les troupes russes blanches. Voilà. Donc il a été spécifiquement attaché au général Semenov, qui était un personnage controversé de l'armée blanche. Il était allié au baron Ungern. Bon, ça c'est toute une aventure qui mériterait un livre à lui tout seul. Et à partir du moment où les troupes russes ont commencé à être défaites par les soviétiques, eh bien, Pelliot s'est retrouvé à Vladivostok avant de partir pour retrouver la France. Donc, j'ai vu qu'il avait reçu des décorations aussi. Oui, absolument. Alors ça, les décorations, c'était sur le front des Dardanelles. C'était ce qu'on appelle la Victoria Cross, pour sa bravoure, un acte de bravoure, puisqu'il avait défendu tout un régiment alors que les officiers anglais étaient tués un par un. Et bien sûr, il est commandeur de la Légion d'honneur, mais bon, ça, c'est grâce à son action, je dirais, en France, après-guerre. Après-guerre. Alors, où se trouvent aujourd'hui les collections issues de cette mission à Dunhuang et que représentent-elles? Et plus largement, quelle place occupe cette expédition dans la recherche actuelle et dans la mémoire des explorations françaises? Alors, pour commencer, les manuscrits, ils se trouvent à la BNF. Donc, ils sont référencés un par un. Pour les objets et les photos, c'est le musée Guimet. Voilà. Donc, il y a deux destinations différentes. Alors, la BNF a fait un gros travail de numérisation des manuscrits, ce qui permet de les partager avec les savants chinois. Donc, je dirais que Pelliot, qui pouvait apparaître comme un voleur de manuscrits, finalement se retrouve avec la sauvegarde de ces manuscrits, parce qu'on ne sait pas dans quelles mains elles seraient tombées. C'était à l'époque très compliqué. 1908, en Chine, c'était encore l'empire des Qing, et il y avait des seigneurs de la guerre dans cette région. Donc, bon, on va pas refaire l'histoire, mais je pense que grâce à son retour, il a permis de sauvegarder tout un patrimoine chinois. Ce que les Chinois appellent le trésor national. D'ailleurs, les grottes de Dunhuang sont sous l'égide maintenant de l'UNESCO. Et le tourisme est tel que les Chinois ont dû fabriquer une fausse grotte pour faire visiter ses citoyens. Tout à fait. Maxime Guérin, merci pour avoir évoqué aussi la vie passionnante de cet homme complexe, on l'a vu, brillant, et dont l'empreinte sur les études chinoises reste immense. Alors je précise à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'un bel article publié dans Conflit, une revue géopolitique intitulée Paul Pelliot, archéologue de l'Extrême-Asie, et qui comprend aussi de magnifiques photographies de Charles Nouët, qui était le photographe de la mission. Tout à fait, tout à fait. Oui, j'ai oublié de le préciser. Pelliot est parti avec un de ses amis médecins, Louis Vaillant, et ce photographe Charles Nouët qui a fait des photographies exceptionnelles. Alors, par ailleurs, en tant que président du comité Mission Pelliot, vous organisez des célébrations en souvenir de Paul Pelliot, contribuant ainsi à entretenir sa mémoire et son héritage scientifique. J'ai vu que dernièrement, vous aviez organisé une commémoration, puisque nous sommes sur les 80 ans de la mort de Paul Pelliot. Oui, absolument. Alors, le centenaire, je ne sais pas si j'y serai, mais on essaiera de faire le 150e anniversaire de naissance de Paul Pelliot, qui va se passer dans 3 ans, en 2028. On va essayer d'organiser une exposition à Saint-Mandé, puisque c'est sa ville fétiche. Là, vous aviez organisé déjà une conférence, d'ailleurs, sur Paul Pelliot. Tout à fait, une conférence et une expo en 2018. Eh bien, merci à vous tous et à toutes de nous avoir suivis.
et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire franco-chinoise. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Histoire de Chine. Si vous voulez découvrir de nouveaux entretiens, n'hésitez pas à aller sur le site www.histoiredechine.fr. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications, ainsi que liker les épisodes qui vous plaisent. C'est ce qui fera grandir notre podcast. Merci infiniment pour votre soutien.